1, 2, 3. Ouais, Justine, là, tu fais quoi, là? Bah quoi? Je vais casser mon mur. Comme ça, je me fais une cuisine ouverte sur le salon. C'est cool, non? Bah, c'est cool, mais t'es sûr de toi? Ah ouais? Je sais pas, j'ai un doute. Ouais, je vais peut-être m'acheter un marteau plus gros. Ouais, c'est vrai. Un petit peu plus gros. Ça serait mieux. Justine, elle a envie de changement. Elle veut tout refaire dans son appart. Alors, comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, bah elle va le faire elle-même. Ça doit pas être sorcier, et puis dans les magasins de bricolage, elle est sûre d'avoir de bons conseils. Est-ce que vous pensez qu'avec ce marteau, je peux péter la cloison de mon appart? Comme ça me fera un espace beaucoup plus grand. Est-ce que c'est assez gros? Faut que je prenne un truc plus gros. D'accord. Bah en béton? En pierre? En brique? Enfin un mur quoi. Ah ouais, c'est un peu plus lourd. Ouh. Ah ouais. Et je vais refaire ma salle de bain aussi toute seule. Ça vous fait rire? Non, mais non. Mais si vous vous moquez de moi. Non, je me moque pas, c'est bien de le faire. Non mais sur internet, il doit y avoir des... Ouais, plutôt. Ouais, Ouais. c'est vrai? Et c'est quoi le risque au pire si je me plante? C'est en termes d'assurance et tout, ça craint de le faire soi-même ou pas? Pas hyper rassurant, ça. Alors avant de se lancer toute seule, Justine, elle a demandé l'avis d'un juriste. Et on sait pas pourquoi, mais lui aussi, ça l'a fait marrer. Ça en devient vexant à la fin. Est-ce que c'est risqué de faire ses travaux soi-même? Est-ce que c'est risqué de faire ses travaux soi-même? Mais il ne faut pas oublier qu'on est responsable. Donc si vous avez envie de refaire toute votre installation électrique, et puis finalement vous vendez votre appartement, mais il s'avère par hasard que vous n'êtes pas vraiment un électricien dans l'âme et qu'il y a un début d'incendie, c'est vous qui êtes responsable. Donc il faut faire attention. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans? Voilà, donc il faut faire très attention à ça, donc réaliser ses propres travaux, oui, mais il ne faut pas non plus être un bricoleur du dimanche, il faut vraiment savoir ce que l'on fait. Donc voilà, autant laisser ça à des professionnels. Ah, ça tombe mal parce que Justine, elle est pas hyper bricolo. Alors pour transformer son pigeonnier en château, elle s'est dit qu'elle allait plutôt faire appel à des professionnels. C'est pas ce qui manque, faut juste trouver la bonne personne. J'ai un mur en béton qui sépare la cuisine de mon salon, j'aimerais bien le péter. Ah ouais? Pour casser un mur? Ouais. D'accord. Et après, je sais pas si vous faites d'abattre un mur qui sépare la cuisine du salon. Ça vous faites pas? Bonjour. Est-ce que vous cassez les murs? Ah, c'est cool. Ah, quand elle finit par tomber sur un pro qui accepte, elle est super contente. D'accord. Bon bah génial. Ouais, sauf que le devis, bah elle l'a jamais reçu. Alors Justine a tenté une autre option, le courtier en travaux. C'est une personne qui, après étude de notre demande, nous propose gratuitement l'artisan ou l'entreprise la plus adaptée à nos besoins. Parfait pour nous, ça. Sauf que le mur que Justine veut casser, il s'en fout un peu, notre courtier. Moi, je dis, j'ai une salle de bain complète à refaire et un appartement à repeindre, voilà, c'est le minimum, ouais, c'est dans les 10-15 000 euros de travaux, pas moins. Mais ouais, mais casser un mur, moi je suis allée voir dans plusieurs entreprises de bâtiments, il y en a plein qui me le font pas, quoi, qui m'ont dit faut passer par un truc plus gros. Les petits travaux, c'est toujours compliqué, c'est qu'ils veulent pas le faire, ils vous disent ça, mais c'est pour pas vous raccrocher au nez, en vérité, ça les intéresse pas. Bon, comme il est sympa et qu'il sent Justine un peu perdue, il lui a quand même filé un conseil. N'importe quel gars dans le bon coin pour casser un mur et puis c'est terminé. Ouais, choisir n'importe quel gars sur le bon coin, même pour des petits travaux, on n'est pas hyper convaincu. Alors Justine a contacté un de ces numéros qu'on trouve sur les cartons publicitaires qui sont dans nos boîtes aux lettres pour nous proposer des travaux en tout genre. Ils sont rassurants ces cartons. Bah si, 15 ans d'expérience, intervention en 30 minutes. Il y a même le label d'une association de consommateurs. Si c'est pas rassurant ça. Bon, cette assoce, c'est vrai, on n'en avait jamais entendu parler, mais ça doit être sérieux. Et je voulais savoir, donc vous avez écrit adhérent défense des consommateurs. Vous êtes adhérent de quelle association? La FDCE, madame. Là, pardon? Ah, FDCE, mais c'est écrit sur papier. C'est quoi, FDCE? C'est la défense des consommateurs, regardez sur internet. Et travaux, garantie travaux, ça veut dire quoi? Je sais pas, là, vous faites plus de renseignements qu'autre chose, parce que... Ah, je suis désolée, ce que c'est écrit sur votre prospectus, c'est juste pour savoir en fait. C'est juste pour savoir. Bah oui. Il n'y a pas de souci, donnez-moi votre adresse, on va passer vraiment en discuter ensemble, il n'y a aucun souci. Parce que là, au téléphone, je comprends pas pourquoi toutes ces questions. Ah, je vous embête. Ah non, pas du tout, mais au début, ça part d'une intervention et après, ça s'enchaîne sur des questions de garantie, de tout ça. Nous, il n'y a pas de souci, madame, tous nos travaux sont garantis. Bon, le monsieur avait l'air un peu à cran, alors on n'a pas insisté. Mais on a quand même voulu en savoir plus en appelant cette fameuse association de défense des consommateurs.
Et la particularité de cette asso, c'est qu'elle défend à la fois les consommateurs et les entreprises qui y adhèrent. Et oui, c'est particulier. Alors du coup, comment vous pouvez défendre les consommateurs si en même temps vous avez une relation d'argent avec des entreprises? L'entreprise a besoin de nous parce qu'elle utilise notre logo comme action commerciale. Oui, ça donne une bonne image d'avoir ce Elle logo. enlève cette image. Et donc, et pour que ça puisse fonctionner, il faut que notre action soit crédible. Si ce n'est pas le cas, on a la possibilité de radier l'entreprise s'il y a une violation des règles du droit de la consommation. L'intérêt pour les entreprises, on l'a bien compris. Elles payent pour adhérer et profiter du logo de l'association, et en échange, elles s'engagent moralement à respecter une charte qualité. Et si elles ne la respectent pas, elles se font rappeler à l'ordre, voire radier. Enfin, c'est ce qui est prévu. Parce qu'en fait, j'arrive pas à comprendre l'intérêt de votre association, à part d'un point de vue marketing pour les entreprises. Oui, je reconnais que moi-même, j'ai du mal au début, mais... Vous avez, pardon? Oui, je comprends votre intervention, moi-même, j'ai eu un peu de mal au début. Justine aussi, elle a eu un peu de mal, et ça l'a pas rassurée. Et en plus, pour abattre son mur, elle a toujours personne. Trouver le bon intervenant, réussir à le joindre et caler un rendez-vous pour les petits et moyens travaux, ça peut prendre du temps. Certains l'ont bien compris et en ont fait un business. C'est une partie qui est assez fastidieuse de demander donc, à son entourage des professionnels. Ce qui est encore plus fastidieux, c'est d'arriver à les joindre et surtout d'arriver à prendre rendez-vous pour qu'ils viennent faire l'intervention. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup malheureusement d'artisans qui ne veulent pas se déplacer pour des petites interventions, des petits travaux, parce que c'est pas forcément très rentable pour eux. Nous, on a changé la donne, on a fait la commande, et on dit aux professionnels, on a une prestation à te proposer pour dans 2 jours, telle heure, tel endroit, pour faire tant, c'est payé tant. Est-ce que tu veux le faire, oui ou non? Ils acceptent l'intervention. De toute façon, ils savent qu'ils ont vraiment un client au bout de l'intervention. Sur son site, on vous propose d'acheter des prestations de bricolage et des petits travaux. En quelques clics, vous choisissez l'intervention, vous indiquez vos disponibilités, vous payez et hop, un pro débarque chez vous. C'est le plombier! Bonjour. Bonjour. Justine. En fait, le plombier, c'est Jérôme. Il est venu réparer le robinet de Pierre. Oui, parce que le robinet de Pierre, il fuit, et Pierre, il s'y connaît pas en plomberie. On a du mal à trouver un entrepreneur qui est intéressé pour une si petite prestation, surtout quand on n'a pas de carnet d'adresse et d'entrepreneur dans son entourage ou autre. Tout est réglé à l'avance, Ouais. et par le biais du site. Donc c'est vrai qu'on n'a rien à prévoir d'autre qu'un bon café pour accueillir l'artisan. Tout est vraiment géré. On a juste à venir en fait et voilà, faire notre intervention. D'accord. C'est vraiment un gain de temps vraiment énorme. Du coup, là, vous n'avez Merci. plus rien à régler? Non, c'est bon. Non, Rien du tout, quoi. C'est tout. Non. C'est Voilà, fini. c'est tout. Ah Voilà. ouais. Pour le remplacement de son robinet, Pierre a payé 130 € de main-d'œuvre plus 50 € de matériel, soit un total de 180 €. Et pour s'assurer que les clients comme Pierre sont satisfaits, le site choisit avec attention les professionnels avec qui il travaille. Jérôme, le plombier, il avait passé un casting et depuis, il est noté à chacune de ses interventions. Et la force du modèle, c'est qu'ils sont en perpétuelle évaluation. Après chaque intervention, les clients doivent noter l'intervention, le professionnel. Si le professionnel n'est pas bien noté, il n'aura plus de travail avec nous. Et oui, parce que trouver un pro pour faire nos travaux, c'est bien. Mais s'il est qualifié et fiable, c'est mieux. Et comme sur ce point, Justine, elle ne sait pas comment s'y prendre, elle est allée chercher des conseils auprès de la Fédération française du bâtiment. Pour Christine, le plus important, c'est de comparer les professionnels et ne pas hésiter à leur demander des garanties. Il faut vous couvrir, donc leur demander leurs assurances. Si vous avez l'attestation de l'assurance, de l'entreprise au moment où il a fait les travaux, vous êtes couvert. Vous pouvez vous retourner, même si l'entreprise a déposé n'existe plus, l'assurance continuera à vous couvrir. On peut toujours vérifier effectivement. Après, c'est vrai que c'est toujours délicat vis-à-vis du professionnel, d'une part, parce que même si on est le consommateur, on n'est pas en position de force, bien évidemment. Et le professionnel peut aussi ne pas mentionner toutes les informations. Alors Justine, tout en subtilité, elle a posé la question dans plusieurs entreprises. Et votre garantie, on peut la voir? C'est ça? Oui, c'est ça. C'est l'attestation de travaux. D'accord. L'attestation d'assurance civile et D'accord. décennale. Ouais. D'accord, donc ça, c'est Qui ce qu'on... inclut tout. La peinture, il y a les fenêtres, il y a le close il y a tout dedans. Merci. D'accord. Justine, elle s'attendait à se prendre un mur, mais non. Certaines lui ont même montré leurs papiers. C'est que quand vous voulez faire des travaux, faut pas hésiter à être relou. Relou et vigilant, parce que l'entreprise que vous contactez, c'est peut-être pas elle qui va venir casser votre mur. Donc s'il vous met un sous-traitant qui vous dit effectivement que c'est un sous-traitant, ou si vous avez réussi à le savoir en parlant avec les salariés,
Il faut demander à l'entrepreneur donc principal qui vous fournisse les mêmes papiers de son sous-traitant. Ça en fait des choses à vérifier quand même, hein. D'autant que les assurances, c'est bien, mais elles couvrent quoi exactement? Là encore, faut demander. Et là encore, Justine, elle a fait sa relou. Parce que du coup, ça en fait, moi ça me garantit, s'il y a un problème, ça me garantit quelque chose? C'est-à-dire que pendant 10 ans, nous on assure, on vous garantit votre matériel pendant 10 ans. Ah, ma fenêtre, elle sera garantie pendant 10 ans. Avec ça, ouais, c'est quand même important. Au niveau de la pause. Ouais. Donc, si c'est une question de férule qui passe, c'est pas grave, nous on est pas, ça n'a rien à voir avec nous. Ah oui, c'est qu'au niveau de la pose, le matériel, c'est pas vous. D'accord. En clair, s'ils vous ont très bien posé une fenêtre défectueuse, ils ne sont plus responsables. Ah oui, la garantie, elle est moins cool tout à coup. Bref, avant de faire appel à une entreprise, vous avez intérêt à vous la jouer Colombo en posant toutes les questions possibles. Sinon, vous pouvez toujours faire confiance à des labels officiels. Pour tout ce qui est maçonnerie, construction, vous avez ce qu'on appelle Qualibat. Donc c'est la qualification du bâtiment. Vous avez les qualifications pour l'électricité, qui est Qualif et ELEC. Donc chaque corps de métier a son organisme de qualification. Donc une entreprise qui doit avoir une qualification, elle a dû présenter un dossier, faire présenter des références de chantier. Ça a été étudié par un jury de professionnels, de maîtres d'œuvre, de maîtres d'ouvrage. Ah, ça l'a rassurée, Justine et la belle. Alors là encore, elle a demandé. Et vous avez une certification ou un... Vous avez quoi? Mais vous voulez quoi comme certification? Non, je sais pas, je vous demande. Non, parce qu'il y en a qui ont Qualibat, des choses comme ça. Ça c'est faux, ça se fait faire Qualibat, il faut payer pour avoir tout ça. Ah oui, donc ça veut rien dire. 30 ans d'expérience, c'est pas bon. Et oui, le problème des labels, c'est qu'ils sont payants. Et que les pros, même s'ils sont pros, ils ne font pas forcément toutes les démarches pour les obtenir. Mais alors, ils sont fiables ou pas? On peut se dire qu'effectivement, s'il y a une certification derrière, c'est plus intéressant. Maintenant, il ne faut pas non plus prendre toutes ces certifications, toutes ces labellisations comme une panacée, comme un gage absolu de qualité. Mais c'est quand même un bon signe. Et toutes ces garanties, elles seront utiles si jamais les travaux tournent mal. On ne veut pas vous porter la poisse, mais ça peut arriver. Dépôt de bilan de l'entreprise, malfaçon ou encore non-conformité des travaux. Michel, par exemple, il voulait une nouvelle salle de bain. Et il a craqué sur un plan réalisé en direct par une entreprise de rénovation qui tenait un stand à la foire de Paris. Mais entre ce qui était prévu et la réalité, il y a eu quelques différences. Michel, il avait signé pour un joli miroir avec de la lumière autour, mais il n'avait plus. Pour le carrelage, pareil, ce n'est pas celui qu'il a choisi. Quant au meuble, qui était censé être fait sur mesure, là encore Michel, il est déçu. Ça n'a rien de sur mesure. Donc ça fait un peu partie du contexte marketing qui va un peu trop loin, quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Michel, il est de bonne composition, il a pris ça à la cool. En revanche, les prestations qu'il a payées mais qui n'ont pas été réalisées, là il a tiqué. Oui, il est cool Michel, mais faut pas pousser non plus. Donc cette porte ne devrait pas être là. Il nous avait prévu une porte qui se déplace pour gagner de la place à galandage sur rail. D'accord. Mais techniquement, on ne peut pas l'installer. Donc ça, vous l'avez payé? Alors ça, c'est payé depuis début septembre. Et finalement, non, c'est pas possible. Pas possible, c'est 1 200 €. D'accord. On nous a dit que, vu la date, mais personne n'a jamais vu vérifier la date de l'appartement, il fallait refaire une mise aux normes de tout ce qui est de électricité. Donc là, par exemple, pour la mise aux normes, c'est le forfait électrique. Le forfait électrique, c'est 700 €. Parce qu'à chaque fois, j'ai demandé, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? On m'a dit oui, peut-être, on ne sait pas, c'est l'électricien qui viendra. L'électricien n'est jamais venu. Et j'ai fait venir l'électricien de la copropriété qui m'a dit non, votre système électrique est parfaitement aux normes. Donc une porte à 1 200 € qui n'est jamais arrivée, plus une mise aux normes électriques qui n'a jamais eu lieu, ça fait près de 2 000 € de surfacturation que Michel espère bien récupérer. Mais c'est pas simple, car Michel, il a signé. Et vous ne pouvez rien faire. Et là derrière, vous voyez, si le fournisseur ne peut plus fournir la marchandise et qu'on vous fournit une autre, c'est vous le responsable. C'est vous le responsable parce que vous avez signé là. Le problème, c'est que dans ces conditions générales de vente, la société se dégage de pas mal de responsabilités. À un moment, on nous dit aussi que les matériaux peuvent changer. Est-ce que ça, c'est normal quand c'est par exemple pour refaire une salle de bain? Normalement, non, parce que vous êtes dans le cadre d'une obligation contractuelle. Vous devez fournir, par exemple, tel type de carrelage avec telle spécificité. Vous devez vous engager à fournir tel type de carrelage. Si vous ne pouvez pas finalement honorer la commande sur ce point, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un avenant que vous allez joindre au contrat, au devis, en disant, voilà, finalement, on va remplacer tel matériau, tel carrelage, qui avait telle caractéristique, par un autre. Et Michel, sa nouvelle salle de bain, elle lui a quand même coûté 11 000 € pour 3 mètres carrés. C'est pas rien. Une somme qu'il a dû régler entièrement avant le début des travaux. Ça nous a paru chelou.
À Michel aussi, mais il n'a pas eu le choix. Beaucoup m'ont dit, mais tu t'es laissé avoir, c'est pas possible, c'est pas légal, on peut pas tout payer avant que les gens ont commencé. Mais si, la facturation des marchandises est effectuée au moment de la livraison ou au moment de la mise à disposition des marchandises gardées en stock. Donc même si vous n'avez pas ces marchandises chez vous, vous devez payer, autrement ils ne démarrent pas. Et donc ils sont arrivés avec les marchandises, donc ils ont rempli la moitié de notre salon en marchandises, ils ont été démolis en notre salle de bain et ils nous ont demandé un chèque qui complétait le chèque d'acompte de l'ordre de 8 000 €, et ils sont partis avec. Et là, vous êtes otage, il n'y a pas d'autre mot, d'une situation. Tout payer avant le début des travaux, faut mieux éviter, non? Mais vous, ça vous semble normal, par exemple, que pour une salle de bain à 10 000 €, on paye tout avant même d'avoir vu qu'il y a eu un minimum de travail? Est-ce que c'est normal? Je ne dis pas. Est-ce que c'est légal? Oui. Est-ce que si on nous demande de quasiment tout payer avant même que le chantier ait commencé, c'est louche? Non, il ne faut pas tout payer. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on fait un acompte. Pas chez le particulier, c'est un acompte à 30%, de 30% à la commande. On arrive à 50% en milieu, et puis le solde à la fin. Ah, dans un monde idéal, vous payez un acompte, les travaux se font, vous êtes satisfait et vous versez le solde. Ah, c'est bien. Dans la vraie vie, lisez bien les petites lignes du contrat que vous allez signer. Notre société a la faculté de résilier toute commande. Accompagnée ou non d'un acompte, cette résiliation ne pourra donner lieu à aucun dommage et intérêt. Donc ça veut donc dire, je résume, que si le professionnel annule la commande, le consommateur n'a pas d'indemnité, mais si c'est le consommateur qui annule la commande, le professionnel a une indemnité. Donc on est vraiment dans l'exemple type d'un déséquilibre entre les droits et obligations tant du consommateur que du professionnel. Le déséquilibre des droits entre les entreprises et les particuliers, ça on connaît chez les pigeons. Et quand il s'agit de travaux, il y a un autre aspect qui nous agace. On sait toujours quand ça commence, mais jamais quand ça finit. Michel, par exemple, il a eu 5 semaines de retard pour sa salle de bain. Oui, Michel, il les cumule. Alors Justine, elle a voulu savoir comment on pouvait faire pour éviter ces retards. Certaines entreprises vont peut-être faire plusieurs chantiers en même temps. Alors ça aussi, il faut être vigilant, il faut vraiment leur dire, s'assurer. S'ils voient que, par exemple, si vous n'êtes pas de façon régulière sur le chantier, s'ils interviennent à des plages horaires où vous n'êtes pas là, ils peuvent très bien s'absenter dans la journée, aller faire autre chose. Donc il faut leur faire voir que, qu'il y a un certain contrôle, que vous êtes là, qu'ils sont engagés, et leur rappeler leur engagement. Il faut donc bien veiller à ce que le délai des travaux et la date finale de réalisation des travaux soient expressément signifiés, expressément indiqués dans le contrat. On doit savoir qu'à telle date, les travaux, au plus tard, doivent être réalisés. En quel cas, on pourrait exiger du professionnel le versement de pénalités de retard. C'est très difficile, concrètement, dans le cas pour un consommateur, d'exiger des pénalités de retard, de les faire expressément indiquer dans le contrat, mais au moins, il faut qu'il y ait cette information qui figure dans le contrat. Les pénalités de retard, c'est prévu par la loi, mais uniquement en cas de construction d'une maison. Pour le reste, aucune obligation. Trouver la bonne entreprise, c'est finalement pas si compliqué. Il faut vérifier qu'elle a bien toutes les assurances, qu'elle a fait appel à des sous-traitants en règle, qu'elle ne fasse pas 3 chantiers en même temps, que les ouvriers soient qualifiés, qu'ils respectent les délais ainsi que les devis, et que vous ne soyez pas obligé de tout payer en avance. Facile. L'avantage, c'est que les boîtes qui abusent, ça finit par se savoir, et ça c'est bien. Il n'y a pas forcément de recette miracle. Donc, on a la chance maintenant, il y a Internet, donc il faut surtout ne pas hésiter à user et abuser d'Internet, ne serait-ce que pour avoir une idée sur la notoriété et le bouche à oreille d'un professionnel sur une zone géographique donnée. Si on est sur des travaux qui sont un petit peu plus coûteux, là on peut aller plus loin déjà et s'enseigner auprès du greffe du tribunal de commerce pour demander un état financier de l'entreprise en question. C'est des informations qui sont payantes, qui ne sont pas très chères. On aura pour une petite centaine d'euros, on pourra avoir accès à tous ces documents, à toutes ces informations. Ça vaut franchement parfois le coup lorsqu'on va signer pour un devis de 10 ou 15 000 euros, bien évidemment. Mettre la main à la poche pour mieux se protéger, ça peut donc valoir le coup. Justine s'est même demandé si pour son appartement, ça ne serait pas utile de faire appel à un architecte pour s'occuper de la conception puis de la réalisation des travaux. Elle a posé la question à Yves, qui est architecte. Donc lui, il est pour. Un architecte, c'est pas idiot. Pourquoi? Parce qu'il va faire du sur-mesure au lieu de faire du prêt-à-porter. C'est un coût aussi. C'est-à-dire que le prêt-à-porter est moins cher que le sur-mesure. Maintenant, on peut tomber sur un architecte malin. Il peut trouver des astuces, des petites, être un peu malin, des emplois de certains matériaux, etc., pour optimiser le coût de sa construction. Au même titre qu'au niveau du plan, on peut aussi optimiser. Selon Yves, il faut aussi trouver un architecte qui accepte d'être payé au forfait et non pas au pourcentage. Bah oui, car s'il est payé en fonction du montant de vos travaux, il va pas forcément chercher à faire baisser la facture. Un archi malin et flexible donc. Bah super, on le trouve où? Comment trouver l'archi? C'est si compliqué que ça?
L'archi, le problème, c'est qu'il fait, bon, alors, il fait pas beaucoup de publicité, donc c'est beaucoup de bouche à oreille pour finir. Et après, ce qui est important quand même, c'est la relation. Alors ça, c'est critère numéro 1. C'est ne surtout pas travailler avec quelqu'un avec lequel il n'y a pas de complicité. D'accord. Justine, elle a plutôt un bon feeling avec Yves. Elle la tient peut-être sa solution. Ouais, finalement, je vais pas faire de travaux. Je vais venir habiter ici, ça me plaît bien en fait. Ouais, c'est pas con.